Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode invité de J'ai l'œil du tigre, le numéro 135 du mois de mai 2026. Je vous emmène au musée d'Aubrey à Nantes avec Marina Simon-Gallet, responsable de l'unité production culturelle à Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Le nouveau musée d'Aubrey, au cœur du centre-ville de Nantes, signe l'engagement du département de Loire-Atlantique pour un musée du XXIe siècle. Dans un écrin rénové, le musée départemental d'Aubrey réunit un ensemble patrimonial remarquable, abritant des collections uniques par leur richesse et leur diversité. Après un important chantier de restauration mobilisant de nombreux savoir-faire, le musée d'Aubrey se révèle dans toute son originalité comme un lieu atypique qui s'articule autour de 3 bâtiments. Une demeure néo-médiévale, un manoir du XVe siècle, et 2 extensions des XXe et XXIe siècles situées au cœur d'un jardin anglo-normand. Cet ensemble unique et éclectique, constitué de multiples collections dont celle de Thomas d'Aubrey, le grand collectionneur nantais à l'origine de l'institution, se déploie de la cave au grenier sur les 4 étages et les 36 salles de l'impressionnante demeure qu'il a commanditée. Couvrant 500 000 ans d'histoire et 5 continents à travers 2400 objets présentés, le nouveau musée offre aux visiteurs une expérience inédite pour raconter l'histoire originale et curieuse de ses collections. Dans une atmosphère chaleureuse et intimiste, accessible à toutes et à tous, et à taille humaine, le musée propose des parcours de visite multiples avec des outils de médiation interactifs et sensoriels, illustrant bien la mission du département de Loire-Atlantique pour le musée d'Aubrey, susciter la curiosité, l'émotion et le plaisir de la découverte. Dans cet épisode invité, nous allons faire un focus sur les tables sensorielles digitales du musée d'Aubrey. Ouvert donc depuis 2 ans, le musée d'Aubrey est identifié comme un musée accessible et inclusif, adapté à la diversité de ses publics. Il offre différentes portes d'entrée pour découvrir ses collections et notamment des tables digitales donc multisensorielles et ludiques très appréciées des visiteurs. Je les ai moi-même testées in situ et j'ai eu tout de suite envie de partager sur le sujet et de valoriser ces dispositifs. Je remercie Marina et le département de Loire-Atlantique d'avoir accepté cette collaboration. Je vous laisse découvrir notre conversation inspirante. À tout de suite. Bonjour Marina, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre pour un nouvel épisode invité où tu vas nous emmener en visite et en coulisses au musée d'Aubrey à Nantes. Nous allons parler d'outils de médiation innovants et en particulier de Figital avec l'exemple des stations multisensorielles mêlant manip et digital dans votre parcours permanent récemment rénové. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast, Marina, et qui permet de te présenter indirectement aux auditeurs et auditrices, quel a été ton rôle pendant la rénovation du musée qui a duré 7 ans, il me semble? Bonjour Claire, oui, je suis Marina Simon-Gallet, je travaille pour Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, qui est une structure départementale qui réunit 6 sites patrimoniaux et un musée, donc le musée d'Aubrey, également un service archéologique et un laboratoire de restauration. Ma petite spécificité, effectivement, c'est que pendant 7 ans, j'ai piloté de manière opérationnelle la mise en œuvre du nouveau parcours permanent du musée d'Aubrey. 7 ans où je n'ai pas du tout travaillé seule, où j'ai été effectivement amenée à travailler avec une équipe à peu près d'une 30aine de personnes, de la conception à la production jusqu'à l'exploitation, donc une équipe interne,
conservation et des partenaires extérieurs, l'équipe de maîtrise d'œuvre, bien sûr, des AMO, les entreprises au moment de la production, et puis des partenaires très très divers, avec des instituts médico-sociaux, des associations du territoire, et bien sûr nos futurs visiteurs, puisque le musée d'Aubray a la spécificité d'être un musée qui a été fait pour les visiteurs, mais également avec les visiteurs dans le cadre d'une démarche participative et de tests usagers. C'est un musée qu'on a attendu parce qu'il a été fermé pendant plus de 10 ans, un musée qui permet de découvrir des histoires, mais qui est lui-même un musée à histoire dans son évolution et dans l'histoire du projet. Donc un projet qui était très attendu des publics et une équipe de maîtrise d'œuvre qui a travaillé à la fois sur l'architecture, puisque la spécificité du musée d'Aubray, c'est d'être composé de 3 bâtiments. Un bâtiment donc, qui a été imaginé par Thomas d'Aubray, le premier collectionneur qui donne son nom au musée au 19e siècle. Bâtiment néo-roman assez incroyable, de manière tout à fait... Oui, il est très très beau. C'est vrai, quand on arrive comme ça avec le parvis devant, c'est vraiment magnifique. Un petit esprit Harry Potter selon nos jeunes C'est visiteurs. vrai. Un bâtiment des années 70 avec plutôt une architecture brutaliste qui est le résultat d'une précédente rénovation. Et puis, finalement, le début de l'histoire de ce musée, c'est le manoir du 15e. 3 bâtiments se trouvent dans un écrin de verdure en plein centre de Nantes. Donc, on a un jardin, 3 bâtiments. Et tout le challenge des équipes de maîtrise d'œuvre, architecture, paysage et scénographie, c'était de redonner une identité, une cohérence globale à cet ensemble pour immerger le visiteur au musée d'Aubray et l'embarquer dans de nouvelles histoires. Donc un musée de collectionneurs, on est sur des collections qui partent de la préhistoire pour aller jusqu'au XXe siècle. Donc Oui, c'est ultra riche, ouais, c'est un sacré voyage dans le un temps. sacré voyage dans le temps, dû aussi aux personnalités, puisque ce sont des hommes qui collectionnent, donc on n'est pas du tout sur un musée universel, on est vraiment sur des collections qui ont été choisies par des coups de cœur de collectionneurs. Donc 500 000 ans sur 5 continents, puisqu'on voyage aussi vers la Méditerranée, et plus de 2000 œuvres sur plus de 2000 mètres carrés, en gros, si je prends les chiffres. Oui, oui, oui. C'est le souvenir que j'ai eu d'un sacré voyage à travers le temps et l'espace. Et moi, j'ai trouvé que l'unité, il y avait une vraie harmonie, en fait, entre les bâtiments. Je trouvais que le parcours était assez fluide, en fait. Voilà, en tous les cas, on sentait pas des cassures brutales quand on changeait de bâtiment. Il y avait une vraie continuité. Moi, j'ai beaucoup aimé visiter ce musée. C'était un petit best-of dans mon petit muséum trip nantais. Ça remonte à quelques mois déjà. Eh ben, nous en sommes ravis. Et c'était vraiment toute l'ambition de ce projet, d'essayer de toucher des visiteurs extrêmement divers en fonction de leurs attentes du moment, de leurs envies, et d'avoir un musée départemental, donc avec une dimension accessible et inclusive forte, donc d'imaginer des portes d'entrée pour nos différents visiteurs. Et je crois que les tables digitales dont on va parler aujourd'hui sont une de ces portes d'entrée. Carrément. Et justement, donc la deuxième question que je voulais te poser, c'était d'où vient cette idée de table multisensorielle et digitale? Pourquoi avoir choisi et développé ce dispositif? Cette dimension d'expérimenter pour comprendre, de manipuler, de croiser le numérique avec le tangible, on l'avait expérimenté dans des dispositifs de médiation d'exposition temporaire. Mais ce qui a surtout donné une réelle dynamique au projet, c'est la démarche de participation citoyenne. Donc, la maîtrise d'œuvre est recrutée en 2017 et à partir de l'esquisse, on va lancer une consultation citoyenne avec des ateliers citoyens où nos futurs visiteurs, avec des thématiques, jardin, famille, étudiants, musée pour tous, vont être amenés à discuter le musée. Et ce qui ressort de ces ateliers citoyens, c'est cette idée d'un musée avec une liberté de visite, un musée où on peut toucher, où on peut expérimenter, un musée où on se sent bien, un musée où on peut avoir du plaisir et une liberté d'appréhension et de découverte. Donc, pour nous, ça a été le déclencheur finalement, ces idées des visiteurs pour travailler sur différents parcours, différentes portes d'entrée en imaginant des tables où on va pouvoir toucher et croiser soit avec une approche audio, soit avec une approche numérique. Mais on s'est beaucoup nourri des musées de sciences, qui ont
des centres aussi d'interprétation archéologique qui ont cette culture de la manipulation, de l'expérimentation pour comprendre un petit peu moins en France à l'époque. On est en 2017 dans les musées d'objets d'art ou les musées Beaux-Arts. Donc on est aussi allé faire un petit tour chez nos voisins anglo-saxons. Oui, où là, c'est quand même différent, hein. Exactement, on a une culture plus naturelle de l'expérimentation et aussi une dimension de diversité des offres, notamment pour les familles et les jeunes publics. Donc, dans nos cibles, on avait notamment identifié le Victorian Albert Museum qui avait des tables dans son parcours permanent à l'époque et qui réfléchissait notamment à la galerie des enfants. Donc, ça a été une source importante pour nous. Donc, c'est un petit peu tout ça qui est venu nourrir notre travail sur ces tables digitales. Oui, et c'est vrai que moi je trouve que particulièrement encore aujourd'hui, donc là on parle de 2017 avec une enquête participative, c'était quand même assez innovant d'aller chercher les besoins des usagers pour pouvoir nourrir le projet. Ça c'est quand même assez innovant je trouve en 2017. Ça l'est un petit peu plus, c'est rentré un petit peu dans les méthodologies de plus en plus quand on a des créations ou rénovations de musées, mais ça reste quand même assez timide auprès des consultants, moi je trouve. Mais du coup, c'est ça qui permet d'avoir une offre riche et plurielle, notamment au niveau de la médiation, et encore plus quand on est sur un musée plus beaux-arts, objets, où les approches multisensorielles, elles sont quand même présentes, mais voilà, elles n'inondent pas non plus tous les musées des beaux-arts, hein. Encore aujourd'hui, voilà, c'est encore un peu timide, moi je trouve en tout cas. C'est vrai que ça reste des choses qu'on remarque. C'est pas encore dans nos habitudes de visite. Et ce qui était aussi important, c'était la juste pondération de ces dispositifs par rapport à la diversité de nos publics. Donc, on est sur un musée départemental avec une cible grand public qui veut tout et rien dire. Et plus spécifiquement pour le département, c'était vraiment les familles, les scolaires et notamment les collégiens. Et les publics d'une manière générale qui sont plus éloignés des musées et d'imaginer une diversité de portes d'entrée et d'approches. Donc, cette étape digitale, c'est un moyen de rentrer dans l'univers et dans la découverte du musée d'Aubray, mais il y en a plein d'autres. On a du graphisme, on a des éléments, des dispositifs narratifs, interactifs. On a aussi cette liberté de visite de se dire peut-être que quand je vais au musée, je n'ai pas envie de manipuler, je n'ai pas envie de lire, j'ai juste envie de déambuler dans les espaces en tête à tête avec les œuvres ou de me poser pour lire. Et ça, c'est aussi OK. Donc, ces dispositifs digitales s'inscrivent vraiment dans un tout et sont une juste pondération sur un projet muséographique global. Oui, tout à fait. Et puis, on peut très bien en découvrir une et pas forcément celle qui suit. C'est vraiment, on peut choisir vraiment ce qu'on a envie de faire dans chacune des pièces. À la fois, on peut faire le parcours en mode fourmi, vraiment faire chaque table pour avoir cette dimension multisensorielle dans chacun des espaces, ou on peut en faire une. Moi, j'ai vu pas mal de publics familles qui visitaient justement le musée au même moment que moi. Ils s'arrêtaient sur une particulièrement. La deuxième, elle leur parlait moins, c'est pas grave, ils regardaient plutôt les vitrines. Voilà, à chaque fois, il y avait une occasion de rentrer ou pas dans les contenus sur ces différents dispositifs. Donc, c'était vachement intéressant d'être en observateur aussi autour de ces tables. Tout à fait, parce qu'on peut imaginer le meilleur des parcours présupposés des postures des visiteurs. En fait, le visiteur, il est libre et c'est tout ce qui fait sens dans nos métiers. Il fera bien ce qu'il veut. Et l'idée de pouvoir butiner, prendre ce qui nous semble important. C'est au moment de la visite et en fonction de la journée, si j'ai envie de me nourrir, si j'ai juste envie de rêver, si j'ai juste envie d'y passer 1 heure, 2 heures, 2000 m², c'est beaucoup. Et on a vraiment pensé le musée d'Aubray comme un lieu pour à découvrir en plusieurs fois avec on a vraiment 4 plateaux, 4 histoires. Et l'idée, c'est de venir et de revenir et de venir piocher en fonction de son humeur de la journée, ce qui va nous toucher sur la journée. Alors, pour que ça soit un petit peu plus concret pour les personnes qui nous écoutent, donc la troisième question, du coup, c'est peux-tu nous décrire les expériences à vivre sur ces tables? Si tu peux nous prendre un ou deux exemples, comme ça, concrètement, les auditeurs et auditrices vont comprendre un peu à quoi ça ressemble, en fait, ces fameuses tables. On a des tables, ce qu'on appelle sensorielles, et des tables de jeu qui sont destinées on a à chaque fois identifié un public cible privilégié avec dans l'idée d'être inclusif et qu'une expérience, un média spécifique va aller enrichir la visite de tous les visiteurs.
Ces tables, elles sont organisées en parcours pour une lisibilité de l'offre, mais comme tu le disais, elles peuvent aussi être abordées en individuel et de manière ponctuelle. Donc, on a une première série de tables, on en a 7, dites tables sensorielles, qui invite à une aventure qui s'appelle des histoires au bout des doigts, avec un public cible privilégié qui sont les personnes non malvoyantes, pensées non pas en individuel, mais vraiment pour le binôme de la personne non malvoyante et son accompagnant. Ces tables, donc au nombre de 7 dans le parcours, sont couplées avec un parcours audio dédié qui se trouve sur le compagnon de visite, qui est à disposition grâce à une web app pour l'ensemble de nos visiteurs. C'est donc le musée d'Aubray, la scénographie. Dans chaque espace, on a de très grandes tables sur lesquelles sont implantés les différents médias pour laisser respirer les collections et avoir un espace d'observation neutre et pas forcément biaisé par une approche de médiation. Et donc sur ces tables, on rencontre au fil des différents espaces des tables sensorielles qui correspondent à des moments forts de la visite, donc des sortes de synthèses de sections muséographiques qui permettent du coup de construire une visite compensatoire pour les personnes non et malvoyantes, mais aussi qualitative et savoureuse. Le musée d'Aubray, c'est un musée à histoire, donc on voulait que les histoires, quel que soit notre public, ils ressentent ce pouvoir des histoires et cette saveur des mots et de l'aventure historique qu'on lui livre. Donc sur chaque table, on va avoir 2 à 3 objets qui sont réalisés dans des vrais matériaux, donc ce sont des facsimilés, mais on a essayé autant faire se peut d'aller travailler le vrai matériau, sauf par exemple dans des cas particuliers comme par exemple l'ivoire où bien sûr on va être amené à travailler avec de la résine, avec cette idée que pour le visiteur il puisse avoir l'impression de passer ses mains dans la vitrine qui est juste à côté où se trouve le vrai objet, mais de ressentir par le toucher les mêmes sensations qu'il touchait cet objet à travers la vitre de la vitrine. Et on a couplé ce toucher de l'objet, donc cette puissance sensible de l'objet, avec des pistes audio qui proposent aux visiteurs une sorte de voyage dans le temps. Il va être amené à être projeté dans une petite scénette audio où il se trouve dans un contexte d'usage de l'objet et où il va osciller en permanence entre le toucher et la narration très scénarisée qui l'invite à repositionner ses mains sur l'objet pour mieux saisir ce que l'audio est en train de lui raconter. Donc, on va être amené sur l'ensemble du parcours, à la fois, par exemple, à apprendre à manier une hache au néolithique. Oui, je me souviens de ça, c'était très rigolo. Beaucoup de succès pour les enfants. Voilà, c'est une première approche ou à tailler un biface si on reste sur l'époque de la préhistoire. Mais ça va être aussi s'immerger à l'aube dans une villa gallo-romaine pour comprendre le culte des ancêtres et les différents rituels. Et on voyage dans le temps comme ça pour parcourir au XVIIe et se partir en voyage avec monsieur et madame de Saint-André à Bruxelles pour faire l'acquisition d'une tapisserie antiquisante ou apprendre dans la cuisine de l'hôtel particulier des Deux Seignes au XVIIIe à faire le premier chocolat chaud de la maisonnée. Donc voilà, autant d'aventures significatives en lien avec nos collections où le visiteur se trouve dans une posture d'usage de l'objet. Oui, c'est dans la dernière station dont tu parles, c'est là où il y a les chocolatières, etc., hein, il me semble. C'est ça, oui, c'est ça, la chocolatière. Donc, elle n'est pas en argent, celle de la vitrine est en argent, mais à cette époque où effectivement on est vraiment dans le raffinement optimal dans la haute bourgeoisie. Et les objets sont beaux et utiles. C'est l'arrivée aussi du cacao. Donc, on a imaginé, donc avec des scénaristes, une petite scénette où on se retrouve vraiment immergé dans la cuisine de l'hôtel particulier des Deux Seignes. Le personnel de maison est chargé de faire le premier chocolat, donc c'est un peu la panique. Et on a toute une directive sur comment le moment où on met l'eau, le moment où on met le cacao, l'usage du moussoir, etc. Donc avec plein de petites péripéties. Et au fil de la narration, le visiteur est invité à prendre en main, à faire attention à pas se brûler, à saisir les différents matériaux, l'usage du moussoir, etc. Et voilà, et à participer à ce moment important dans la vie de cette maisonnée et de cet hôtel particulier. Oui, bah c'est bien. Moi, j'ai bien aimé en fait parce que les stations, c'est à la fois, comme tu le dis, une synthèse d'un propos important en fait de la pièce. On va avoir un écran où on va avoir peut-être des animations qui va suivre un peu les actions physiques qu'on fait concrètement
intégré dans une histoire globale. Et en même temps, on va pouvoir vraiment toucher des choses et ressentir. Et ça, moi, j'ai trouvé vraiment ça assez bluffant. Moi, j'ai bien aimé la station quand on invente sa pièce, par exemple, où on a différents accessoires qu'on peut, donc on a le centre, le tour de la pièce, on va choisir différentes choses et après on a la symbolique finalement de ce qu'on a choisi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très astucieux que plutôt que mettre un schéma de pièce en fait qui expliquerait avec des flèches un peu tradies à quoi correspond ce qu'on peut mettre au centre, si on a une couronne, qu'est-ce que ça signifie, etc. Là, on avait vraiment, c'est par l'action qu'on comprenait en fait les différentes significations des éléments de la pièce. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment très astucieux. Et il y a aussi une autre station, je me souviens plus exactement, mais la station où on va toucher aussi des matières, des tissus. Ah, c'est effectivement la station du 17e. Donc on est en plein au cœur du 17e et on va aller avec Monsieur et Madame de Saint-André, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à Bruxelles, chez le tisserand, commander leur nouvelle tapisserie pour leur intérieur. Et en fait, on est dans une période où l'antiquité est très à la mode. Donc on va être à la fois dans le choix des matières qu'on peut toucher sur la table en comparant la douceur, la complexité. On est aussi dans un échange de marchands. Donc le marchand s'adresse plus à madame par rapport au fil d'or, aux différents choix qu'elle peut faire sur sa tapisserie, monsieur qui est plus raisonnable puisqu'il tient la bourse. Et puis le choix de la représentation. Donc, et tout ça est en écho avec une grande tenture dans les espaces du musée qui représente Cérès, le cycle de Cérès, cycle de tapisserie, pardon, qui représente l'histoire de Cérès. On a vraiment, on est dans une interprétation puisque c'est pas l'histoire de l'achat de la tapisserie du cycle de Cérès, mais pour autant, on est dans une interprétation possible et dans une projection pour comprendre le goût de l'époque, l'importance aussi d'exister à travers l'art. J'achète une tapisserie pour exister et pour quelque part en mettre un peu plein la vue et exister dans ce monde. Voilà, les stations, elles ont vraiment un sens. Et quand je disais tout à l'heure que c'était pas uniquement pour le public sylvé, donc là clairement elles sont longues, elles durent parfois entre 5 et 7 minutes, ce qui est beaucoup. Oui, c'est là en termes d'usage, on comprend bien que c'est OK pour les personnes malvoyantes, etc. Ça, c'est un petit peu plus long pour les enfants, mais en même temps, ils vont toucher les matières, écouter un morceau d'histoire, et puis ça crée aussi un échange avec la personne qui les accompagne. Donc c'est aussi des zones de rendez-vous pour partager en fait l'expérience muséale ensemble. Donc même si on n'écoute pas jusqu'au bout, c'est quand même des petites zones de rendez-vous, d'interaction en fait entre visiteurs, multigénérationnels. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. On peut finalement utiliser le dispositif comme on a envie aussi. C'est ça, et puis c'est cette notion de choix en fait. À un moment donné, quand on a fait les tests usagers, nos testeurs non malvoyants nous disaient mais c'est pas assez, nous on voudrait plus long, on voudrait 10 minutes, on voudrait 12 minutes. Et c'est vrai que le débat de la longueur de la piste, notamment pour la dimension inclusive, on a eu beaucoup d'échanges ce sujet-là, où l'entreprise nous mettait vraiment en garde en disant attention, c'était long 6 minutes. Et c'est vrai qu'on a maintenu ce choix de longueur et de plaisir aussi pour notre public cible en se disant que peut-être que les autres visiteurs en écouteraient qu'une seule histoire. Et dans les faits, en fait, c'est ce qui se passe. La bande son est souvent lancée. Comme la station est en écho avec les collections de l'espace, comme une petite radio dans la salle, la bande son continue de tourner. Et puis le visiteur, quand il est un peu happé, capté par l'histoire, va revenir sur la table, manipuler, repart. Je parle visiteur voyant là dans ce contexte-là. Donc en fait, il y a des usages détournés. Et nous, ce qui était important aussi, c'est de vraiment offrir une offre qualitative et vraiment pensée sur mesure pour notre public cible premier, qui était les publics non et malvoyants. Donc on a fait ce choix-là et on le regrette pas parce que ces tables avec ces objets à toucher sont beaucoup utilisés, notamment par la médiation. Ça, c'est des choses aussi qui s'inventent après ouverture du musée. Ces objets à toucher, ils sont plébiscités par tous les visiteurs. Le fait de caresser, on a un collectionneur qui s'appelle Paul Toby, on a des textes qui évoquent le fait que ce collectionneur, au coin du feu, le soir, caressait ses ivoires. Étrange. Eh bien, nous, nos visiteurs, caressent nos facsimilés d'objets. Et le fait que ce soit des vrais matériaux, on sent qu'il y a
Bah, il y a un plaisir, il y a un côté, c'est magique. Donc c'est vrai que les médiatrices s'en servent beaucoup pour les mini-médiations, pour les visites outillées, pour en faire des supports. Ouais, moi je suis complètement d'accord parce que moi qui rénove beaucoup de musées ou qui en crée de A à Z, c'est vrai que souvent les manips, il y a toujours un gros débat là-dessus sur l'usure, etc. Et souvent on oublie que ces outils peuvent aussi être utilisés comme des scènes et des endroits pour les guides médiateurs. Et en fait, il faut souvent les penser aussi pour qu'ils puissent être utilisables par les médiateurs aussi lors de leur visite. C'est pas uniquement mono-usage en fait pour un public en particulier, les familles, les enfants. Voilà, on peut inventer des dispositifs qui sont multi-usages et notamment pour les guides conférenciers ou parfois dans beaucoup de musées de collection, ben, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, entre guillemets, pour contextualiser les choses. Bien sûr, on a des jolies choses à regarder, à contempler, voilà, à analyser ensemble, mais pas forcément des outils de médiation utiles qui vont permettre d'asseoir leur discours en fait. Et ça, c'est un vrai plus en fait de ces dispositifs tables, mais ça pourrait l'être avec aussi une map monde qui peut tourner, j'en sais rien, mais voilà, ça, une matériothèque un peu plus classique. Mais c'est vrai que ces éléments-là sont ultra importants aussi pour les guides de manière générale. Oui, c'est des points de rendez-vous aussi, ça rythme mine de rien la visite. Et c'est vrai que dans la conception, d'où l'importance, et on le fait tous, parfois un objet qui va nous interpeller. Ah tiens, si je faisais une manip ou quelque chose sur cet objet, faut vraiment aller au-delà de ça et se pencher dans un schéma muséographique plus global, parce que derrière, elle a l'exploitation et qu'en fait, on en revient toujours à la même histoire, hein. Pour qui on fait ce dispositif? Pour un public, pour la construction d'une offre et pour une découverte partagée. Donc, il y a en amont, en phase conception, quand même un gros temps où il faut bien choisir son sujet. Et pour la petite anecdote sur ces stations-là, quand moi j'ai commencé à travailler sur le projet il y a 7 ans, j'avais pas de grosses compétences spécifiques sur l'accessibilité. J'étais pleine de bonnes intentions, j'avais des envies, mais j'avais beaucoup aussi de projections de voyantes sur ce type de dispositif. Et c'est vrai que quand on a présenté, donc on avait mis en place un comité accessibilité à l'échelle du département avec les principales associations liées au handicap sur le territoire. Je présente le projet et effectivement, on avait peu avancé sur cette table. Et les chargés de collection m'avaient effectivement plus orienté vers l'idée de toucher tel matériau, faire sonner tel matériau. Pas plus convaincue que ça, mais j'étais pas encore vraiment entrée dans le projet. Je présente donc le projet, les histoires, le côté très savoureux du musée. Puis j'arrive à cette partie en expliquant qu'on allait peut-être faire sonner des matériaux, les sculptures, et une dame prend la parole et me dit: «Mais vous savez, tout ce que vous avez dit avant, moi j'ai trouvé ça passionnant, mais franchement, je vois vraiment pas pourquoi vous voulez nous faire frapper des matériaux. C'est pas du tout le propos. Moi, j'ai l'impression qu'on me met au rabais dans la découverte du musée». Et à partir de là, en fait, toute l'offre accessibilité au sens très large, hein, visiteurs, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une équité qualitative et que chacun partage sa même expérience du musée, avec dans l'idéal, c'est souvent ce que je disais à l'équipe, que quand les visiteurs, si on a un groupe de visite avec des parents avec une poussette, une personne malvoyante et quelqu'un qui est appareillé et malentendant, s'ils se retrouvent à la fin de la visite au café du musée, au café d'Aubray, ils sont capables, ils n'ont pas vécu exactement la même aventure, puisqu'ils ont eu des dispositifs qui leur étaient propres. Pour autant, l'univers, l'ambiance, le propos, ce que moi j'appelle la saveur du musée d'Aubray, ils pourront la partager et l'enrichir. Ça a vraiment été ça qui nous a guidés sur l'ensemble des dispositifs Oui, muséographiques. parce que là, tu parles de l'inclusion liée au handicap, mais moi, en fait, ce qui me semble très important et ce qui est, en tant qu'usager, par exemple, tu vois, tu me racontes les histoires, alors que moi, je suis très attachée aux histoires, je suis muséographe, ça serait un peu dommage, mais j'ai pas forcément retenu les histoires, en fait. Moi, tu vois, j'ai retenu les actions que j'ai faites. Et Les gestes. oui, les gestes, tu vois, caresser ça, de pouvoir déplacer les petits sarcophages là dans l'autre bâtiment, etc. J'ai retenu vraiment les gestes. Et ça, moi, je trouve intéressant quand on veut faire un parcours accessible à tous, donc pas seulement les handicaps, mais aussi accessible à chacun, parce qu'en fait, on a tous des profils
d'apprentissage différents. On est soit très visuel, on va retenir des images. Le son, on va plutôt aimer écouter, on va retenir les histoires qu'on nous a racontées ou la parole du guide. Et après, on va être plutôt kinesthésique, où on va retenir des informations en ayant fait quelque chose. Et ça, je trouve que dans les musées de manière générale, c'est encore vu comme un bonus. C'est-à-dire, si on peut toucher, sentir ou faire quelque chose, c'est du plus. Et moi, ça m'arrive souvent de rénover des lieux. Et en fait, quand il faut faire des économies et des choix, on va privilégier la grosse projection. Voilà, après, c'est un parti pris. Hein. On est toujours rattrapé par la réalité économique aussi. Et on va plutôt enlever les éléments un peu manip. Et moi, Ouais. ça m'énerve à chaque fois parce que je suis convaincue que les modes d'apprentissage de n'importe qui est très différencié en fonction des visiteurs, qu'on ait un handicap ou pas. Et c'est vrai que c'est dommage d'enlever le côté kinesthésique, en fait. Non, où tu as raison, c'est qu'effectivement, le public voit beaucoup de choses, en fait, plus que des petits détails, en fait. Moi, j'ai été dans la plus belle des récompenses à l'ouverture du musée, donc après 7 ans, des longs projets. Donc, on a hâte de voir le public passer la porte d'entrée du musée. On parle des manips, du toucher, mais ça va même plus loin. C'est aussi les choix des matériaux qu'on va avoir pour les plateaux, pour les tables. Enfin, il y a tout un aspect vraiment expérientiel et physique avec le musée et des choses qui pourraient être un peu pensées comme de l'entre-soi pendant la partie de conception où on va passer des heures sur les couleurs, sur les choix de matériaux, sur les interfaces entreprises. En fait, le visiteur, avec son regard de visiteur, il va vous dire que il a aimé que les éléments se répondent, c'était extrêmement agréable, très qualitatif. Donc, il est vraiment très sensible à ça. La notion qualitative nous revient beaucoup dans le musée. Ça montre aussi cette notion, c'est vrai que à l'issue de ce projet, je suis convaincue de la place je l'étais déjà, mais là encore plus, de la place du public dans la conception et de l'attention qu'on peut lui porter, en fait. Le visiteur, c'est à la fois faire sans lui. Je prends l'exemple de l'accessibilité avec toutes mes projections et mes bonnes intentions. En fait, moi, je ne suis pas malvoyante, donc je n'ai pas leur expérience du monde, en fait. Et j'aurais pas pu construire quelque chose de cohérent sans eux. Et en complémentarité, le public, je pense, c'est aussi un juge de paix dans nos échanges parfois professionnels, chronophages et extrêmement longs sur une station. Est-ce que je mets un son vert? Est-ce que je n'en mets pas? Est-ce que je mets un casque? À un moment donné, c'est vraiment l'usager qui va être en capacité de dire, ben, en fait, pour moi, il me faut ça. Alors, il faut un panel un peu plus qu'une seule personne, mais et mettre coupé court et nous permettre d'avancer un peu plus vite parfois dans des projets qui sont longs et un peu fastidieux. Oui, et de faire vraiment les bons choix, en fait, les bons arbitrages. Vraiment les bons arbitrages pour C'est les ça, visiteurs. exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a encore, moi en tous les cas, vu de ma fenêtre, sur les différents projets récents que j'ai traités, il y en a quelques-uns où c'était très frustrant parce qu'en fait, il y avait des arbitrages qui étaient faits où moi j'étais convaincue que c'était ça que le public avait besoin. Et en fait, les choix se dirigent vers d'autres choses, parfois des choix plus conventionnels, plus confortables techniquement, politiquement aussi, disons-le. Et en fait, on oublie qu'à la fin, il y a le visiteur au bout, que voilà, mettre tel historien sur un écran, ouais, ok, il sera content, mais est-ce que c'est ça que le visiteur aura vraiment besoin? Ouais, On n'en est pas le forcément garde-fou sûr. public est vraiment important. Je donne des cours à l'université de Nantes et j'invite mes étudiants à écouter et à prendre l'exemple de ta petite cocotte en papier Ah oui, avec j'en avais reparlé à l'équipe en leur disant bah voilà, même nous sur 7 ans c'était long et les digressions on va en avoir et c'est vrai que nos objectifs c'est vraiment important de les garder quoi en tête et même nous qui avons la tête hors de l'eau et qui pensons au public et essayons de faire du mieux qu'on peut pris dans le flot d'un projet et puis par rapport à des convictions personnelles aussi, on est humain. tout à fait. Euh, on a vite fait De dévier par- vers le ouais, confort parce que l'inconfort il est jamais super confortable, hein. C'est le but d'un inconfort, donc on a tendance à fuir et à dévier sur des choses qui sont peut-être plus simples à mettre en œuvre, plus rapides, voilà, qui nous créent pas de peur en fait, et d'inquiétude, ça et c'est puis il y a sûr. des apports financiers, il y a un projet, il y a des enjeux de pouvoir dans un projet. Enfin voilà, c'est toute cette dynamique là. C'est vrai que beaucoup de, oui, les personnes qui sont pas en
coulisses, toi tu l'as vu avec l'équipe en interne, l'équipe en externe, voilà, les personnes qui visitent en fait les lieux sans forcément y participer dans la conception ont pas forcément conscience de tout ce qui se joue en fait. Ils voient le résultat, mais ils voient pas forcément le cheminement en fait qui a été fait pour que il y ait ces tables, il y ait cet écran où on n'ait pas choisi une grande C'est projection, ça. on ait choisi de faire ça, etc. Voilà, tout ça, c'est voilà, c'est le résultat d'un cheminement avec plein de Et je personnes. pense que le Figital, on est vraiment en termes d'interface muséographique et scénographique, on a les 5 étoiles parce que on se retrouve à la fois avec la place et les câblages bien pensés pour côté architecte, le choix des matériaux, l'agenceur qui doit proposer un mobilier sur mesure, le manipeur qui doit aller vraiment s'intégrer parfaitement dans tout ça. Alors nous, on avait en plus complexifié les choses, on voulait une seule identité illustrative pour tout le musée. Oui, avec les vidéos, oui, mais ça donne en fait une vraie beauté. Moi, j'ai trouvé une vraie harmonie entre tout. En fait, on se sent vraiment, il y a une fluidité en fait. Et moi, j'ai trouvé que visiter le musée d'Aubray était très reposant parce qu'en fait, on n'avait pas à chercher où était quoi. On s'arrêtait et en fait, être libre et savoir où aller, que ça tout soit simple. En fait, c'était très reposant, j'ai trouvé, intellectuellement. Je crois que c'est un beau compliment d'avoir une visite de musée reposante. C'est pas toujours le cas. La fluidité, en fait, l'harmonie de tout était reposant. Moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et du coup, la quatrième question que je voulais te poser, qui est un peu la dernière grande question de ce podcast, mais tu y as déjà répondu, mais peut-être que tu veux rajouter des choses, c'était quels sont les avantages à mixer numérique et manip physique? Donc, tu parlais de ces fameuses 5 étoiles avec déjà une coordination de plein de talents différents pour arriver à un résultat plus. Soit des matériaux, les hauteurs, l'ergonomie, le fait que ça soit inclusif, le côté narratif. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur l'avantage à mixer numérique et physique pour manip physique pour aller plutôt vers du figital que du digital ou que de la manip simple finalement? J'avais annoncé 2 typologies de parcours. On est parti, on a détaillé essentiellement des histoires au bout des doigts. Je vais vous parler de l'autre parcours pour répondre à ta question. Donc l'autre parcours qui s'intitule À toi de jouer, c'est 6 tables de jeu spécifiquement cette fois-ci pour les familles. Donc on est toujours sur nos tables. Des moments forts de la muséographie de la même manière, mais là on est plutôt dans une dynamique de challenge en famille à relever. Où on va croiser la manipulation de dimensions tangibles avec un écran. Donc l'idée c'est de se mettre dans la peau d'eux, donc dans la peau d'un artisan du métal, dans la peau, tout à l'heure tu l'évoquais, d'un graveur de monnaie, dans la peau d'un expert des momies. On va effectivement naviguer sur la table en suivant les consignes de l'écran avec un personnage illustré et en fonction de mes gestes, j'ai des retours écran et différentes animations sur ma table. Donc ces tables de jeu, elles marchent extrêmement bien avec les familles. C'était bondé, on faisait la queue. Non, ce qui était bien, c'est comme elles sont assez nombreuses. En fait, même quand il y a quand même une fréquentation forte, on se dispatche en fait parmi ce qui est possible. Sur les niveaux et entre les sensoriels et les tables de jeu, on arrive à trouver quelque chose pour pouvoir occuper notre petite C'est troupe ça. de visiteurs. Et sur ces tables qui fonctionnent, on avait un enjeu qui était le rangement des tables. Donc je vais juste revenir sur la table autour de la momification où on est dans ce que moi j'appelle un scénario infini, puisqu'on est à la fois au début de l'aventure l'apprenti d'Anubis. Donc on va être amené à procéder à la momification en mettant nos 5 couches, bandelettes, amulettes, cartonnage, etc. À chaque fois, le matériau s'allume pour voir le vrai matériau et là toujours la dimension sensible. On peut pas toucher parce que malheureusement les bandelettes de lin n'auraient pas résisté très très longtemps. Donc on a fait ce choix douloureux mais qui était nécessaire. Et une fois que la momie est finie, donc notre mort pour partir tout à fait sereinement vers le royaume des morts, et la station ne s'arrête pas, mais un autre personnage arrive et cette fois-ci c'est le découvreur de momies qui prend le relais et qui va être amené, lui, à l'inverse, à découvrir la momie, donc en repositionnant les différentes couches à l'envers et finalement en rangeant la manip pour le prochain joueur
Et tu vois, ce côté fonctionnel, moi, je m'en suis pas rendu compte en tant qu'usager. C'est ça qui est assez drôle parce qu'en fait, on est pris dans le truc. Je me suis pas rendu compte, en fait, que le scénario avait été fait pour justement le faire et ensuite le défaire. Et ça, alors, on n'a pas pu le faire sur toutes les stations parce que ça, c'est compliqué quand même à mettre en œuvre. C'est une double scénarisation, mais c'est extrêmement, pour nous, c'est une très belle réussite parce que franchement, il y a aucune consigne de jeu et tout est remis en place et ça se remet. Donc, C'est fluide, en fait. C'est tellement simple. il y a cette notion-là. L'écran aussi peut être un guide pour la maintenance, l'usage. Peut-être cette fois-ci dans les inconvénients, pour le coup, d'avoir croisé écran et tangible, c'est cette idée que donc on avait, comme dans tout projet, une direction artistique forte niveau scénographie. Donc on était vraiment sur un module de jeu, des écrans. En fonction de l'objet qu'on a choisi et de l'expérience de jeu, l'écran a pu être mis plus ou moins en face du joueur ou sur le côté. Et la notion de consigne est importante. Tout à l'heure, tu me disais, je me souviens de mes gestes. Et ce qu'on a pu observer avec des études qu'on mène là depuis l'ouverture, c'est que les lectures des consignes, pas évident. Souvent, c'est les parents ou alors c'est des gens très consciencieux qui vont aller lire la consigne. Les enfants et la majorité des visiteurs entrent dans l'action et manipulent. Et c'est OK, c'est vraiment ce qu'on cherchait. Pour autant, quand l'écran sort du champ de vision et de la manipulation qui a le lead, en fait, on le regarde plus et on ne fait que manipuler. Donc le digital, moi, le point de vigilance que je mettrais si j'avais à refaire, c'est dans l'ergonomie générale de la station, avoir vraiment une intégration fine et très connectée entre le tangible et le numérique, que ce soit du son ou ça peut être le bouton poussoir du son ou l'écran, pour avoir une expérience vraiment globale et intégrée. Si je suis trop éparpillée, la concentration va focaliser sur le geste. Et ce que je trouve chouette sur ces tables jeune public, c'est que finalement, avant l'écran, ce qui intéresse le jeune public, c'est d'aller manipuler. Et là aussi, ça positionne l'écran comme pas la première porte d'entrée pour rebondir sur souvent les critiques qu'on peut avoir. Vous avez mis des écrans, nos enfants se précipitent dessus. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ils vont se précipiter. Non, ils se précipitent plutôt sur les choses à toucher et à manipuler. Moi, j'ai remarqué en tous les cas sur les observations un peu postées que j'avais fait lors de ma visite, on était plutôt là-dessus. Et justement, tu as commencé à y répondre à ma question, tu as pris un peu d'avance, mais je voulais en guise d'ouverture te poser une dernière question. Si tu devais refaire ce projet de médiation de zéro, que ferais-tu de la même manière ou autrement? Je pense que pour les tables sensorielles, des histoires au bout des bois, le public non et malvoyant, on resterait sur la même logique. Le fait d'avoir, au départ, on avait des objets en résine, le fait de passer en des vrais matériaux. Les testeurs m'ont expliqué que les matériaux racontaient des histoires, ça n'avait pas forcément conscience de ça, mais c'est vrai, sous les doigts, la matière, le fait d'avoir des vrais objets, ça change beaucoup de choses et pour tous les visiteurs. Donc ça, je le conserverai. La notion aussi d'audiodescription, au démarrage, ça a été un petit peu compliqué. On voulait vraiment des vraies histoires. Les entreprises nous vendaient plutôt de l'audiodescription classique et nous, on expliquait que nous, on voulait une narration et on voulait nicher de l'audiodescription. Tout le monde n'était pas convaincu de la démarche et ça fonctionne très très bien. Cette idée vraiment de raccrocher une histoire avec de l'audiodescription vers un objet. Donc ça, c'est vraiment un gage de réussite. Le fait aussi d'avoir mis des bandes vertes autour des stations pour dire on peut toucher, parce que quand vous avez des objets, une des problématiques, quand les objets sont trop beaux, les visiteurs n'osent pas toucher. Donc on a dû mettre en place un code couleur en disant le vert, vous pouvez y aller. Oui, c'est vrai que j'ai senti moi quelques hésitations et après quand il y avait des personnes qui étaient sur la table, les autres en fait venaient. Donc il y avait une espèce aussi d'interaction induite entre les différents usagers parce que quand ils voyaient que c'était intéressant, hop, ils venaient et ils touchaient. Et alors que voilà, c'est vrai qu'elles sont très très belles ces tables et c'est pas évident et puis en fonction de la pratique muséale que tu as, de tes expériences antérieures, parfois ça peut arriver qu'on se fait reprendre dans un musée, ça marque oui. et qu'on n'ose pas forcément. Et puis il y a toujours l'idée du premier. Donc c'est vrai que pour simplifier et pour les équipes de surveillance et pour les médiatrices, les équipes d'accueil, tout ce qui est vert, c'est qu'on peut toucher, il y a aucun souci. Donc il y avait cette dimension-là, donc des choses vraiment à garder qui fonctionnent très bien. Sur les tables de jeu, on se heurte, comme beaucoup de musées, à l'engouement de nos visiteurs.
ces tables et pareil en posture d'observation dans les salles, c'est pas une fois que les enfants font la manip. Quand ils l'aiment bien, ils la refont 10 fois avec des gestes de plus en plus intenses. Et puis c'est humain. Ils vont aller chercher à voir si on peut pas un peu détourner. Si je fais ça, ça fait. Donc il y a tout. On essaie quand on produit des manips, d'imaginer tous les scénarios, mais il y a forcément des mésusages qu'on n'a pas envisagés. Donc le point de vigilance par rapport à ces sessions, pour moi, ça serait, on s'est en workshop, on est parfois allé trop loin avec l'entreprise. On s'est auto-stimulé les uns les autres. Et justement, le public, à un moment donné, on l'a un peu laissé, on l'a peut-être un peu oublié en disant ça va être super. Et on a oublié notre contexte d'usage qui était vraiment un usage intensif. Et on a produit des choses qui étaient superbes, mais qui n'ont pas duré très longtemps avec une fréquentation forte et un public qui appréciait, donc et c'est ce qu'on cherchait, qui jouait. Donc on a été obligé d'avoir. Là, on est encore en train de travailler sur 2 des 6 stations pour les simplifier, enlever des principes de moteur, revenir à des choses plus mécaniques avec l'entreprise. On a lancé un projet de recherche aussi pour pouvoir perfectionner une station. Donc c'est vraiment anticiper la maintenance. On a essayé de le faire au maximum, et c'est pas si évident que ça au moment. Non, c'est pas forcément évident en fonction des mécaniques. Moi, c'est une demande que j'ai souvent en fait dans les projets, d'anticiper les pièces de rechange, d'essayer de minimiser les casses, etc. Mais on est souvent aussi dans de l'inconnu en fait en période de conception. On sait pas si l'intensité exacte en fait. On sait pas voilà si les personnes vont être plus ou moins précautionneuses aussi avec ce type de dispositif. C'est difficile de tout anticiper, mais tout ça pour dire que finalement, ces outils de médiation, ils s'arrêtent pas au moment où tu vas couper le ruban. En fait, c'est quelque chose, comme tu le dis, qui s'améliore, où tu continues d'apprendre avec les usagers pour les perfectionner et puis de rajouter aussi encore de la nouveauté finalement et de l'innovation. Et puis de guider parfois plus, parce qu'on veut tellement être intuitif parfois que, en fait, non, le visiteur ne comprend pas ce que nous, on avait envisagé intuitivement. Donc, du coup, il va s'énerver, il va coûte que coûte, et il va pas du tout aller où tu souhaiterais qu'il aille, et il y a un morceau de ta station qui va, voilà, il y a eu des périodes où sur mon bureau, le matin, j'avais la tour Intel, la colonne, avec un petit mot de l'équipe de médiation du week-end qui me disait, bon, voilà, on est désolé. Et par ailleurs, ça fait partie aussi de la vie de nos institutions. Donc c'est quelque chose aussi à prévoir quand on part sur ce type de dispositif. Il faut se dire qu'il y aura de la maintenance. Nous, on a produit des stations avec du spare pour chaque station. Et là, on est en train d'imaginer un contrat de maintenance avec l'entreprise qui les a produites pour voir sur un an comment on arrive en préventif et puis en curatif, à la fois pour l'entreprise et pour nous, comment on peut s'en sortir pour assurer la pérennité des stations et envisager aussi une formation interne sur ce que moi j'appelle la maintenance de premier niveau. Si c'est changer un capteur, on est capable. Voilà, et vraiment de distinguer ce qu'on gère en interne et ce qu'on gère en externe. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu complexe. Et c'est vrai quand on est dans la création, qui fait peur. Et pourtant, en fait, et dans le contexte économique actuel, il est d'autant plus important. Donc entre avoir 15 dispositifs et en avoir juste 7 mais qui ont été un peu prototypés, qui ont été bien pensés et garantir une enveloppe pour pouvoir assurer la maintenance, c'est mieux d'en avoir 7 qui fonctionnent que 15 que 15 000. Ouais. Voilà. Je suis assez d'accord. La qualité, toujours. Toujours. La qualité, le réflectif. Merci infiniment, Marina, de nous avoir inspirés avec cet outil de médiation originale. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. On se retrouve en juin pour un nouvel épisode et peut-être que Marina sera là à nouveau, qui sait. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre et encore merci, Marina, pour ce partage. Avec grand plaisir, Claire.